Tout est parti dans zéro. Un zéro en moins sur les billets de banque mauritaniens et les conséquences sont nombreuses. Certains parlent de dépréciation, voire de dévaluation. RMIinfo.com a invité M. Moussa Soumaré. Il est chargé des opérations financières à la banque Natixis pour décrypter ce changement de la monnaie mauritanienne, l'Ouguiya. Moussa Soumaré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Plusieurs spécialistes ont fait état de dévaluation. En quoi cette opération de la Banque centrale de Mauritanie peut s'apparenter à une dévaluation? Alors, merci Monsieur Wan, merci par votre action quotidienne à la dignité de l'éminente fonction que vous exercez et merci encore de m'avoir invité. Merci. Alors, aujourd'hui, quand on parle de dévaluation, une dévaluation subit, en fait, une monnaie subit une dévaluation lorsque les autorités monétaires décident d'abaisser son taux de change par rapport, en fait, à une monnaie de référence qui est le dollar ou l'euro, par exemple. Okay. Donc, je ne vais pas m'hasarder à dire que c'est une dévaluation, mais plutôt une appréciation de la monnaie. Plutôt une appréciation. Une appréciation de la monnaie locale. Quand on sait que à quelques jours de l'entrée en vigueur de ces nouveaux billets, certains ont constaté une certaine flambée des prix, est-ce qu'on peut parler réellement d'appréciation, comme vous dites? Alors, effectivement, parce que les autorités monétaires mauritaniennes n'avaient pas en fait au préalable expliqué à la population sur les conséquences en fait d'une appréciation d'une monnaie. Alors, on parle d'appréciation d'une monnaie dès lors que la monnaie augmente sa valeur en termes de taux d'échange. Alors, aujourd'hui, c'est que l'État en fait n'a pas été, en fait, il n'y a pas eu de rigueur vis-à-vis en fait de flambée de prix, puisque l'État mauritanien doit quand même voir la parité du pouvoir d'achat. Donc, est-ce que justement le pouvoir d'achat des Mauritaniens, est-ce qu'il va changer? Est-ce que la personne qui a l'habitude de vivre avec 60 000 ouguiya par mois pourra continuer à vivre avec 6 000 ouguiya par mois? Oui, alors selon les explications qui ont été données par le gouverneur de la Banque centrale, M. Abdelaziz Ouldaï, et effectivement qui a démenti le rumeur de dévaluation, assurant que l'ouguiya conserverait sa valeur et que le pouvoir d'achat des citoyens ne s'en ressentirait pas. C'est ce qui a été dit. Alors, et dans les faits. Et malheureusement, nous avons constaté les 2 dernières semaines du mois de décembre, de la fin de l'année, qu'il y a quand même une hausse vertigineuse des prix. Notamment sur les denrées de première nécessité. Nous avons constaté une augmentation en fait du kilo par exemple du riz qui est passé de 300 à 350. Alors le ciment, le fer de béton, quand même il y a une augmentation de 10 à 12%. Et du coup là vous direz que justement, quelle conclusion en tirer? Est-ce que le pouvoir d'achat est impacté? Malheureusement oui, je dirais que d'une façon générale le pouvoir d'achat, il n'y a pas eu la parité de pouvoir d'achat. Donc on parle de parité de pouvoir d'achat dès lors que le prix, c'est-à-dire l'exemple que vous venez de donner, dès lors que 100 ouguiya d'hier, c'est-à-dire avant l'avènement de la nouvelle monnaie, ce qui pouvait te donner en termes de pouvoir d'achat, aujourd'hui ça fait 10 ouguiya. Donc c'est-à-dire que le 100 ouguiya qui est transformé en 10 ouguiya, normalement devrait donner le même pouvoir d'achat aux citoyens. Tel n'est pas le cas parce que nous avons constaté effectivement une augmentation des prix. Et ceci est dû peut-être à une mauvaise pédagogie ou vu que vous pensez qu'il y a même une appréciation, donc la monnaie n'a pas perdu sa valeur? En fait, la monnaie n'a pas perdu sa valeur parce que dès lors qu'aujourd'hui, quand on dit en termes de taux d'échange que 1 euro équivaut à 42 ouguiya sur le marché actuel, sur le taux actuel en fait. Donc, ce qui dit que hier, 1 euro donnait jusqu'à 420 ouguiya. Donc, bien évidemment, on parle d'une appréciation parce que aujourd'hui, nous sommes passés de 420 à 42 ouguiya. Donc, il est bien apprécié. La monnaie, en tant que telle, elle est bien appréciée. Et donc, elle a gagné en appréciation. Parlons à présent du calendrier. Quand on se dit que l'annonce a été faite le 28 novembre 2017 et c'est entré en vigueur le 1er janvier, est-ce qu'il n'y a pas eu précipitation et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté, je ne sais pas moi, de l'État de vouloir contrôler tout du début à la fin?
Effectivement, parce que en fait, c'est quand même, nous avons tous été surpris, oui. Hein, pris de court, voilà, par en fait la déclaration accueillie du chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Aziz, oui. Qui a quand même signifié que voilà, il y aura l'avènement de la nouvelle monnaie à partir du 1er janvier. Donc c'est à partir du 1er janvier. Oui. Effectivement, parce que le Mauritanien n'était pas prêt aujourd'hui à savoir et de comprendre aussi quels sont les impacts après l'avènement de cette nouvelle monnaie. Alors, moi je dirais d'abord qu'il n'y a pas eu de rigueur budgétaire en Mauritanie, parce que en fait la rigueur budgétaire, nous avons quand même, selon des sources concordantes, qu'au mois de décembre, le pays n'avait pas malheureusement ce qu'il fallait aujourd'hui pour répondre à certains critères, notamment sur l'économie du pays. Donc nous avons fait des emprunts auprès du Fonds monétaire international et que ce prêt a été accordé. Donc effectivement, sous prétexte qu'ils vont répondre en fait aux plus démunis, c'est-à-dire les pauvres. Voilà. Donc l'avènement de cette nouvelle monnaie, par rapport à la cherté de la vie, cela ne peut pas résoudre le problème malheureusement. Et quand vous dites que nous avons fait des emprunts, ça fait référence éventuellement à la dette extérieure. À combien l'évalue-t-on et en gros, combien doit payer chaque Mauritanien aujourd'hui? Ben, effectivement, parce qu'aujourd'hui, en termes de PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, oui. Alors on parle de PIB, effectivement, le produit intérieur brut aujourd'hui en Mauritanie, selon les informations que nous disposons, ben, c'est quand même, la situation elle est alarmante. Alarmante parce que le PIB est l'indicateur le plus retenu pour évaluer la production de biens et services d'un pays pendant une année. Donc, pendant une année. Il illustre aussi l'importance de l'activité économique d'un pays. Donc aujourd'hui, nous avons, selon en fait les informations qui ont été fournies par le Fonds monétaire international, aujourd'hui, la dette mauritanienne, la dette extérieure mauritanienne est estimée à plus de 71,6% du PIB, donc le produit intérieur brut. C'est-à-dire que, sachez que chaque Mauritanien est endetté, en fait, selon les estimations, à hauteur de 71,6% du PIB. Donc, un exemple, par exemple, si on dit que la dette extérieure de la France... Je dois payer combien, moi? Je donne un exemple. On dit aujourd'hui, la dette, la Mauritanie, chaque habitant est endetté. Bon, à hauteur de 20 000 ouguias. Donc, sachez que nous sommes, en fait, ça revient à dire que sur les 20 000, nous n'avons qu'une petite marge qui est la différence entre le 100% et le 71,6%. Donc, autrement dit, on est endetté à 100%. J'ai dit embêté. Lapsus révélateur. Oui, on est bien en fait endetté parce que c'est une dette extérieure qui est couverte par le PIB. Donc en termes de PIB, donc aujourd'hui, les Mauritaniens, on est quand même à 71,6% du PIB, en fait, par rapport à la dette extérieure de la Mauritanie. Et ce changement des coupures de monnaie, est-ce qu'il y aura une incidence justement sur le PIB? Oui, je dirais oui, parce que cela n'améliore pas en fait le PIB de l'habitant en fait d'un citoyen mauritanien, ce qui fait qu'aujourd'hui ces coupures ne font qu'en fait faire apprécier l'appréciation de la monnaie, et donc risque de jouer sur le pouvoir d'achat, sur la cherté de la vie. Sur la cherté de la vie, effectivement. Moussa Soumaré, au dire de tout ce que vous venez de dire là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'économie mauritanienne se porte bien? Je dirais non, pour la simple raison que le conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI, a approuvé le 6 décembre un accord triennal en fait, un accord triennal qui se répartit en 3 fois. Le 6 décembre, un accord triennal avec la Mauritanie au titre de la facilité élargie de crédit, qu'on appelle le FEC, facilité élargie de crédit, qui prévoit un prêt de 162,8 milliards de dollars. Et c'est l'équivalent de 137,4 millions d'euros. Donc, 23,4 millions sont immédiatement disponibles à la demande du gouvernement mauritanien. Donc, quand on fait bien évidemment un recours à l'emprunt, c'est que l'économie va mal.
a recours à l'emprunt, c'est que l'économie, parce que malheureusement, nos recettes ne suffisent pas pour pouvoir couvrir nos dépenses. Ok, voilà. Des fois on emprunte aussi pour investir. Tout ça parce que si on en a assez, je pense qu'on n'a pas besoin de s'endetter pour pouvoir quand même investir. Bon, ce n'est pas le cas de l'économie mauritanienne en fait. Ok, revenons un peu au calendrier. Le fait que le gouvernement mauritanien cisèle bien ce calendrier, est-ce que ce n'est pas aussi pour quelque part pour lutter contre le blanchiment d'argent? Quand on sait que le taux de bancarisation en Mauritanie sur une population estimée à 4 millions d'habitants, il est que de 18% éventuellement. Merci encore M. Wan, parce que je trouve que la question est très pertinente. Pour conclure en fait la question précédente, le déficit budgétaire s'est creusé, obligeant la Mauritanie à recourir à des prêts. Donc c'est la conclusion. Donc, avant de rebondir sur la question du blanchiment, sur le blanchiment d'argent. La situation elle est inquiétante en Mauritanie. La Mauritanie aujourd'hui est estimée à 4 millions d'habitants. Les établissements bancaires, selon en tout cas les autorités, on compte jusqu'à 20 établissements bancaires en Mauritanie. C'est une population de 4 millions. Or, comme vous venez de le dire, le taux de bancarisation, selon les autorités monétaires, est estimé à 18%. Oui. À 18%. Donc, il y a forcément un problème sur la relation ou la stratégie commerciale entre la population et les établissements bancaires. Parce que le taux de bancarisation reste quand même très faible par rapport au nombre de banques qui sont ouvertes en Mauritanie. Et du coup, ce changement, est-ce qu'il permettra éventuellement à l'État d'avoir une emprise et puis de maîtriser un peu plus le flux d'argent ou bien les masses monétaires? Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, une des raisons qui a été évoquée par le président Mohamed Ould Abdelaziz, le 28 novembre, si nous l'avons tous écouté ensemble, 2017, qui disait que la raison principale de l'avènement de cette nouvelle monnaie est due au fait que parce qu'il y a une masse monétaire importante, c'est-à-dire que c'est en circulation. Donc trop d'argent qui circule. Il dit, selon les mêmes informations, qu'il y a 10 ans, en 2007 ou en 2008, quand il est arrivé au pouvoir, bien évidemment par le coup d'État, et qu'entre 2007 et aujourd'hui, en 2017, nous avons constaté qu'il y a eu, en fait, la masse monétaire est passée de 270 milliards d'ouguias à 600 milliards d'ouguias. Or, 600 milliards d'ouguias, nous n'avons que 40% des 600 000 qui sont aujourd'hui dans le circuit économique. Je dis bien le circuit économique. Tout circuit économique. Dans le circuit économique. Alors, les 60% aujourd'hui sont détenus par la population. Donc, c'est-à-dire que soit ils ne font pas confiance aux établissements bancaires, ils préfèrent garder les sous, et c'est ce qui va encore favoriser le blanchiment d'argent. Parce que le blanchiment d'argent, par définition, c'est l'introduction de l'argent sale dans le circuit économique, avec de le rendre plus propre. Est-ce que vous croyez que cette réforme, ce changement, permettra justement à l'État de maîtriser un peu plus donc cette masse monétaire et du coup, voilà, de pouvoir mieux le gérer? Oui, ça m'étonnerait très fort, parce que pour la simple raison que nous n'avons constaté aucune action gouvernementale dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir cette culture de bancarisation et de confiance entre la population et les banques. Ça s'installe sur le long terme, j'espère. Je dirais peut-être difficilement, parce qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple de la France, on parle de taux de bancarisation estimé à 99%. Un enfant qui est né aujourd'hui... Oui, mais la Mauritanie n'est pas la France. Oui. Non, mais c'est juste un exemple que c'est dans la culture, en fait, aujourd'hui. La confiance s'installe entre les établissements et la population. Les établissements bancaires et la population. Mais le problème qui se pose aujourd'hui en Mauritanie, nous n'avons aucun effort n'a été déployé aussi bien par les établissements bancaires et aussi par l'État dans ce sens-là, pour faire gagner la confiance, parce que certains responsables des établissements bancaires nous disent que effectivement dans la population, certains ne font pas confiance aux établissements bancaires de confier en fait leur patrimoine. Alors qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'effectivement nous encourons en fait un risque. Le risque qui est arrivé à Maurice Bank il y a quelques années, notamment quand il y a eu le dépôt de bilan, et les autorités monétaires n'avaient pas veillé en fait sur le dépôt en numéraire qui devait être géré par la Banque centrale. Donc quand les plaignants, les déposants, les épargnants voulaient quand même
avoir leurs sous. Malheureusement, l'argent n'était pas disponible. Voilà. Moussa Soumaré, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter avant de conclure l'émission? Oui, en fait, le dernier mot s'adresse plutôt en fait, c'est la question du blanchiment en Mauritanie aujourd'hui. Je pense que la Mauritanie fait partie des pays aujourd'hui où le blanchiment est beaucoup plus favorisé. Favorisé, vous diriez? Oui. Ou bien... Bon, parce que il n'y a pas d'action gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre ces fléaux, parce que c'est un fléau, parce que ça va de pair, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Parce que quand il y a plus de liquidité, ça favorise le terrorisme en fait. Donc, nous avons connu quand même d'énormes efforts ces dernières années par les Européens et les Américains, dans ce sens qui voulaient imposer des directives européennes et américaines pour lutter contre ce fléau. Le terrorisme. Le terrorisme, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Malheureusement, la Mauritanie, il y a bien une commission nationale qui permet des échanges financiers et qui ne joue pas pleinement son rôle. Parce que effectivement, nous avons quand même constaté que les gens traînent avec beaucoup de liquidités sans encourir en fait un risque. Voilà. Donc pour moi, l'État doit revoir cela, ou les autorités monétaires doivent revoir cela, parce qu'il y a trop de liquidités en circulation et cela ne fait que favoriser malheureusement le blanchiment d'argent. En espérant que l'appel de Moussa Soumaré sera entendu, merci d'avoir été l'invité de l'entretien de RMI. Je vous en prie. Merci M. Wen, merci à toute l'équipe et à bientôt. À très bientôt sur rmi-info.com.